Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire une présentation qui est en réalité un appel à critique, un appel à commentaire, dans le sens où j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos conseils. Alors, autre chose, quelques définitions s'imposent, notamment sur les termes éthiques et éthiques, dans le sens où ce sont les termes, disons, les plus récents pour désigner ce qu'on désignait avant sous les termes d'indigène et de savant, donc de savoir. C'est assez choquant pour moi, ça, à l'époque, enfin aujourd'hui, de parler dans ces termes. Donc, il y avait une raison pour laquelle on a changé de vocabulaire en sociologie. De toute manière, les termes, disons, scientifiques ne disent pas exactement la même chose sur le plan scientifique que dans le monde social. D'où la différence précisément entre éthique et éthique, entre indigène et savant. Donc, qu'est-ce que l'éthique? Ce sont les catégories qu'utilisent comme dirait Pierre Bourdieu, les agents ordinaires dans le monde social, alors que les catégories, disons, savantes, enfin, sont désignées par le terme éthique, sans H. Donc, pour m'insérer dans le cadre dans l'axe de recherche, de l'interrogation de cette journée, disons, qui cherche justement à interroger les relations entre la société civile, les militants, etc., et l'université, eh bien, j'ai choisi un angle particulier qui est précisément d'analyser les rapports entre le monde social, la recherche et l'État à travers l'exemple de la catégorie d'entreprises récupérées par ces travailleurs. D'accord? Super. Donc, il faut savoir qu'en Argentine, il y a un grand phénomène de récupération d'entreprises par ces travailleurs. Et là, je lance une définition, ça sera probablement pas la bonne, et pour une bonne raison, vous verrez, qui est lorsqu'une usine ferme, par exemple, les travailleurs, l'usine ferme, c'est très souvent ensuite il y a des faillites frauduleuses, les patrons disparaissent tout simplement. Un jour, les travailleurs arrivent à l'usine, la porte est fermée avec un cadenas, et ils cassent le cadenas, on entre et on occupe l'usine. Et à partir de là, commence un processus de lutte qui aboutit souvent dans la reprise de l'usine en autogestion. Donc, il continue à travailler, à produire sans patron. Okay. Les deux premières ERT apparaissent en 92. Bon, je ne vais pas approfondir tout de suite sur la définition, mais on voit qu'il y a une forte progression de cas, avec plus de 44 en 2003. Ici, ça s'arrête, il me semble, en 2013. Je ne vois pas sur mon écran. Oui, très bien, en 2013. On voit qu'il y a une forte évolution, on voit qu'il y a de plus en plus de récupération d'entreprises. La plupart sont dues à la crise, donc disons ce qu'on appelle un phénomène de boom d'apier initial. Disons, le point de départ, ce n'est pas exactement la crise, mais c'est ce qui fait que le phénomène prend de l'ampleur. Mais les faillites continuent à exister en temps, disons, de stabilité économique. Et comme cet élément qui est déjà installé dans le répertoire d'action collective de cette branche-là du mouvement ouvrier en Argentine, eh bien, ça devient une pratique de lutte courante. Et l'apprentissage sur la pratique fait que l'exemple des uns finit par déterminer l'action des autres. Ici, je vous ai mis une citation de Maxime Guéjou et Annette Loger dans cet article-là, juste pour vous montrer que les chiffres les plus récents qu'on a, donc ça vient de l'enquête de 2018, font état de 380 entreprises récupérées par travailleurs aujourd'hui en Argentine, qui font vivre environ 20 000 travailleurs et leurs familles, donc disons environ 100 000 personnes. Donc ce n'est pas un micro-phénomène, ce n'est pas un macro-phénomène, on parle au niveau méso, mais c'est déjà quelque chose qui interroge, enfin qui moi m'interroge en tant qu'apprenti chercheur. Le fait est que, j'ai mis cette situation je ne vais pas la lire, il y a 2-3 éléments clés. Le fait est que pour compter le nombre d'entreprises récupérées par leurs travailleurs, Maxime Guéjou et Anna Loger, c'est surtout Anna Loger, parce que Maxime Guéjou a repris la définition d'Anna Loger. On a dû définir, parce que pour compter, il faut définir, pour compter, il faut classifier, il faut produire des catégories, et ensuite, disons, regarder ce qui se passe dans la réalité et voir quel cas correspond à telle catégorie, etc. Ensuite, pouvoir produire des statistiques. Et là, Bourdieu est un peu provocant, parce qu'il répond aux empiristes dans cette provocation, dans cette citation, qui est, voilà, la réalité est plutôt, se présente à nous plutôt sous la forme d'un continuum, et c'est très compliqué de définir les choses qui existeraient en tant que telles de manière substantielle, et ce qui finalement pousse peut-être à une vision peut-être plus weberienne de la construction catégorique, qui serait précisément que les catégories existent dans la tête du sociologue,
Et finalement, si on compte, je sais pas, si on compte, si on arrive à compter un taux de pauvreté, c'est parce qu'on a d'abord défini ce qu'était un pauvre, alors qu'on aurait eu beaucoup de mal à définir de manière totalement empirique. Donc, voici l'exemple, où finit la jeunesse, où commence la vieillesse, où finit la ville, où commence la banlieue. On pourrait prendre l'exemple avec l'atmosphère, etc. Peu importe, où finit la lisière, où la clairière, où commence la forêt, etc. Bon, peut-être qu'on a eu autre tranchée. Et c'est ce qu'a fait André Bocelli, avec une définition pour définir, enfin pour compter sur l'été des emplois géographiques, qu'on va interroger, parce qu'elle n'est pas consensuelle. D'accord? Je me dis juste quelque chose ici. Super. Je voulais aller une entreprise récupérée sur un langage Bocelli, il se base sur cette définition pour produire ces statistiques dans le cadre du programme qu'il dirige, qui est un programme d'extension universitaire. Donc, ça, c'est typiquement latino-américain, l'extension universitaire. Concrètement, vise à rendre, entre guillemets, rendre à la société immédiatement ce que la société fait pour l'université. D'accord? Donc, typiquement, si vous êtes un étudiant en comptabilité, vous avez l'option de valider des matières en allant, par exemple, faire la comptabilité d'une coopérative de production, d'une usine métallurgique, etc., de manière totalement gratuite, puisque ce sont précisément des ouvriers en lutte qui ont du mal à se devenir comptable. Donc, Pôle d'objet, une entreprise régulée par ses travailleurs, est un processus socio-économique qui suppose l'existence préalable d'une entreprise qui fonctionnait sous la forme d'une entreprise capitaliste traditionnelle, déjà interroger ces termes, et même dans certains cas sous la forme coopérative formelle, dont le processus de faillite, où la tentative de soustraction des machines de la part du patron ont mené. Pardon, est-ce que je peux cliquer ici sans que ça me cloche oui, très bien. Parfait. Donc, de la part du patron, ont mené les travailleurs à entrer en lutte en vue de la faire fonctionner sous des formes autogérées. Là, sous des formes autogérées, c'est aussi assez. C'est un concept difficilement opérationnalisable, puisque la coopérative de production, donc la SCOP française, typiquement, est loin d'être le seul, disons, cadre juridique qui permet d'encadrer l'autogestion ouvrière. Donc, si on s'arrête sur les définitions, sur les critères de définition des objets pour compter finalement les objets qui font partie d'un continuum d'objets complexe, on a la lutte. Donc, qu'est-ce qu'une lutte? À quel moment on peut définir que l'occupation. Enfin, je donne un exemple. On a des entreprises récupérées qui sont reconnues et comptées comme des ERP où il n'y a pas eu d'occupation de vie. Où c'est typiquement l'ancien patron qui dit les gars, on va faire faillite, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne vais pas ouvrir, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là apparaît l'option de la reprendre en production. Bon, c'est le cas de Novatec, une usine de peinture à Pilac, qui compte parmi ses membres l'ancien patron, qui est un associé de plus, qui n'est pas le président, parce qu'il avait prévu que, selon les calculs qu'il avait fait, les prévisions qu'il avait faites en 2015, il allait faire faillite. Et plutôt que de continuer sur une gestion capitaliste classique, ils ont préféré continuer en production et l'entreprise non seulement a survécu, mais maintenant elle est florissante. Donc on pourrait dire que ça fonctionne peut-être mieux que l'entreprise privée capitaliste classique. L'idée également qu'il y ait une entreprise capitaliste préalable ne se vérifie pas tout le temps, puisqu'il y a des ERP qui étaient du coopératif en usine IMPA métallurgique, appelée Almagre au centre de Nuremberg, qui est une zone désindustrialisée, a été une coopérative depuis les années 60. Pourtant, la direction de la coopérative avait, accaparé le pouvoir et se comportait exactement comme une entreprise classique. On ne respectait absolument pas le droit, disons, coopératif argentin. Et tant qu'il y avait du travail, personne ne disait rien, ça marchait. Mais quand la crise arrive, une liste de dissidents se présente, occupe l'usine, un long conflit de plusieurs mois, et finit par remporter cette élection, disons, et l'usine IMPA devient un des symboles de l'autogestion argentine, de l'autogestion ouvrière argentine, puisqu'elle est souvent présentée comme la première ERP du pays, alors que ce n'est pas le cas. Elle apparaît en 1998, alors que la première ERP du pays, et ça très peu d'articles le montrent, apparaît en 1992. Puis les termes en vue de une lutte en vue de récupérer l'entreprise ou de la faire tourner en autogestion, c'est aussi assez problématique dans le sens où
je ne suis pas en train de critiquer la definition de projet, je suis en train de dire que c'est difficile de trancher dans la réalité. C'est assez problématique puisque quand les ouvriers occupent l'usine le premier jour, peut-être qu'ils n'ont absolument pas en tête de la reprendre de gestion. C'est une pratique commune que d'occuper des usines de manière revendicative. Par exemple, penser au Lignos italien, on peut penser à ce qui se passait dans les années 60 en Argentine, lorsque les ouvriers avaient comme pratique de lutte d'occuper d'immenses usines, Ford par exemple, Chevrolet ont été occupés. Puis, durant la dictature, les ouvriers ont aussi occupé des usines avec une forte répression. Et tout ça dans une logique revendicative. Hein, ce n'est pas de la faire prendre en gestion. Donc, si on prend ce critère-là également, on devrait pouvoir définir que dès le départ, les ouvriers, les ouvrières voudraient reprendre l'usine en gestion, alors que très probablement au début, ils ne le savent pas. Puis, il y a cette idée qu'il faut nécessairement un processus de faillite et la soustraction des machines par l'ancien patron. Donc, typiquement, un cas de figure très classique est que les ouvriers arrivent au bord de l'usine est fermée par un cadenas, ils n'ont pas la clé, et le soir même, dans la semaine, le patron arrive la nuit avec un camion, des gros bras, et il prend les machines pour les mettre soit dans une autre usine, soit pour les vendre, etc. Parce que de toute manière, il ne va pas payer ses créanciers. Et les travailleurs sont normalement les premiers créanciers qui doivent les payer. Évidemment, le patron ne va payer ni l'État, ni les banques, ni les services publics, donc gaz, eau, électricité, et encore moins la sécurité sociale des travailleurs, et encore moins les salaires. Donc c'est évident, il se fait la malle, et il disparaît un peu dans la nature. Et ensuite, dans le processus de faillite classique, où les créanciers disent bon, 380% de revenus sur votre tête, et tout voilà. Donc, notamment, les travailleurs meurent de faim. Donc, ce qu'ils font généralement, c'est casser le cadenas et d'empêcher que les machines soient retirées de l'usine. Parce qu'une fois que les machines sont parties, c'est fini. Il n'y a plus aucune reprise en production possible. Cependant, on observe aussi qu'il y a des cas où il n'y a pas eu cet épisode concret de lutte où les travailleurs ont empêché une soustraction de machines. Il se peut que le patron tout simplement disparaisse. Ou il se peut que les travailleurs occupent l'usine sans nécessairement, etc. La réalité, finalement, est plutôt floue et ces critères sont, disons, plutôt stricts. Donc, que faire? La définition est aussi silencieuse sur le terme récupérer. Ça, c'est important parce qu'une entreprise récupérée par ses travailleurs, finalement, on se demande que récupèrent les travailleurs. Ce ne sont pas nécessairement les machines, puisque il y a, par exemple, plusieurs entreprises graphiques qui comptent comme des ERP, qui sont comptées dans les statistiques comme des ERP, qui ont vécu ce processus de lutte, etc., comme Kilaver, dans le quartier d'Allemagne également, qui ont connu une période assez florissante sur leur forme autogérée et arrivent à remplacer le capital fixe. Donc, finalement, les vieilles machines anglaises sont remplacées par de nouvelles imprimantes allemandes qui sont absolument gigantesques. Une ligne d'impression, ça fait la taille de cette amphi. C'est vraiment incroyable. Et donc, une fois que les machines qui avaient été, disons, prises, entre guillemets, dans ce patron, et là, de nouveau, il y a souvent des accords, dans le sens où on est tellement embêté par la travailleur qu'ils disent ok, je vous loue des machines pendant 30 ans, et ça marche comme ça. Alors, une fois qu'elles ont été remplacées, il ne reste plus qu'une seule, il ne reste plus aucune machine qui était là dès le départ, et tout était remplacé. Est-ce qu'on peut dire que l'entreprise cesse d'être une ERT, puisque les machines ne sont plus récupérées? Bien sûr que non. Les immeubles non plus, c'est la même logique. Très probablement, le fonds de commerce n'est pas la même chose que l'immeuble physique. L'entreprise, encore moins, ce n'est pas l'entreprise qui est récupérée parce que l'entreprise, de fait, juridiquement, n'a jamais appartenu à un travailleur. Et je dois prendre l'exemple ici, par exemple, l'hôtel Barwell, qui se trouve au centre de Buenos Aires. Bon, ça finit par faire faillite en 2019, mais à cause du Covid. Eh bien, l'hôtel Barwell s'appelait Barwell avant sa récupération, il s'appelle Barwell après sa récupération. Sauf que, en 2003, il y a une mise de luxe, une mutation, etc. Sauf qu'avant, on l'écrit en lettres minuscules, donc un B majuscule et des lettres minuscules, et maintenant, ça y est, très bien. 6, parfait. Je suis parfaitement dans les ordres. Et maintenant, on l'écrit en lettres majuscules. Pourquoi? Parce que juridiquement, les travailleurs n'ont pas le droit d'usurper le nom de l'ancienne entreprise. Donc, ils ont fait un acronyme qui dit c'est Buenos Aires, c'est une appellation nationale, et on ne peut pas les appeler là-dessus tout en gardant l'image de marque, tout simplement le temps de majuscule. Bon, typiquement, argentin, autre chose. Bon, le fait est que, puisqu'il ne récupère pas l'entreprise,
qu'est-ce qu'ils récupèrent? Et là, la recherche plante plutôt sur l'idée que les travailleurs récupèrent le travail, leur source de travail, à travers cette lutte. Très bien. Bon, je passe cette diapositive, c'est juste pour donner un exemple avec la définition du chômeur, on compte un taux de chômage, même si la définition est totalement discrétionnaire. Je donne juste un exemple pour ne pas s'arrêter à disponible pour travailler dans les 2 semaines, à 3, bon, il a fallu trancher dans la réalité, là, de nouveau. Et je remets une citation de Bourdieu, pour introduire la suite, ça va vite. Les classements ne sont pas simplement dans la tête du savant, ils sont dans la réalité. Donc, puisque le Chéry ne peut pas trancher ce fait, comment est-ce qu'il a construit cette catégorie? Eh bien, vraiment, il allait voir comment les travailleurs reconnaissaient eux-mêmes les autres entreprises récupérées. Et là, j'ai eu accès à des petites perles de terrain qui sont dans la littérature riche, mais ce sont vraiment des comptes rendus d'AG fondatrices qui donnent lieu à des processus de constitution des mouvements politiques qui représentent les travailleurs autogérés. Typiquement, celle de l'IMPA en 2001, celle de l'usine de la Vasconia, qui est aussi une entreprise métallurgique. Et là, on retrouve le même objet, ou plus ou moins le même objet, sous différentes appellations, comme coopérative de travail, usine occupée, entreprise autogérée. Donc, on met la catégorie ERP. Qu'est-ce qui fait que la catégorie ERP devient aujourd'hui informatique, puisque maintenant elle intègre l'État, hein? Eh bien, on pourrait se dire que finalement, elle existait dans la tête des travailleurs, et le problème se pose également au niveau éthique. À quel moment apparaît finalement cette catégorie? À quel moment on peut trancher dans la vie et définir la chose comme une ERP alors que les critères sont flous? En 2019, à l'heure que Fernandez remporte les élections, et la lutte des travailleurs qui passent tous les détails de l'organisation, etc., de comment ils arrivent à obtenir un secrétariat d'État dans le ministère de développement social, qui est le secrétariat de l'économie populaire, au sein duquel il y a une direction des entreprises régulières par le travailleur, qui produit des statistiques, qui alloue des financements, etc. Et là, c'est là où ça devient informatique, puisque c'est quand l'État qui est finalement dans le lieu de la neutralité absolue dans la production des entre guillemets neutralité, disons le point zéro de la production de catégorie, eh bien, peut allouer des financements en fonction de ce qui est défini comme entreprise récupérée par ces travailleurs, eh bien là, ça impacte directement la vie finalement des travailleurs. D'accord. Il y a aussi très récemment dans l'Institut national de l'économie sociale, qui est un institut finalement régulateur de coopératives, donc perception d'impôts et règlement de conflits, mais maintenant aussi production de statistiques, il y a un registre d'entreprises récupérées, chose qui n'existait pas, donc la catégorie n'existait pas officiellement avant 2019. Et d'où sortent tous ces gens-là, ces chiffres? Eh bien, ils prennent les chiffres de Rocheri, très concrètement. Ils ne prennent pas autre chose que les statistiques de Rocheri avec la définition de Rocheri. Donc, le problème reste entier. Donc, comment résoudre cette chose irrésoluble? On peut se poser une question épistémologique, très vite. Est-ce que la chose existe empiriquement et le sociologue ne fait que la dévoiler, ou bien elle ne fait que systématiser un savoir en élevant des catégories cliniques au niveau éthique, scientifique? Bourdieu répondrait à ça, mieux vaut s'en tenir à une description en utilisant le vocabulaire indigène, donc chimique, qui restitue les catégories de pensée indigène, que de produire cette espèce de métaxu baseux, qui est la promotion alors de demi-savant des catégories indigènes. En gros, c'est une attaque de typologie, hein, finalement. Et d'ailleurs, je pense que le GD se base sur cette punchline pour dire sa catégorie. Ou bien, et là on peut très bien aller plutôt vers le marxisme, ou bien on ne trouve que ce qu'on cherche, pardon, vers la vision libérée, que ce que l'on cherche, les catégories existent avant tout dans la tête du sociologue. Ce qui donne lieu finalement à d'importants effets théoriques, parce que imaginons que voilà, c'est parce que Marx écrit le manifeste que la théorie du prolétariat est partagée par les prolétaires, etc., et qu'ils s'identifient, et que finalement la classe en soi peut devenir une classe en soi, pour soi, etc. Bon. Je dirais que même si Marx n'avait pas écrit le manifeste du capital, bon, l'exploitation existerait quand même. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'observe pas que ça n'existe pas non plus. Mais bon, ça reste un débat épistémologique qui, pour le moment, je pense, n'est pas tranché, il remonte à peut-être l'Antiquité, hein, voire plus. Et là, comment on pourrait tenter une sorte de synthèse, hein, finalement, on peut transposer un raisonnement de Desrosières, donc décrire l'État ou explorer la société, et que finalement les catégories
sont le fruit d'une co-construction qui se base sur 3 éléments. Donc, le premier, la façon de penser la société. Le deuxième, les modalités d'action en sens 1. Et le troisième, les modes de description, notamment statistiques. D'accord? Ici, on pourrait faire une homologie de ce triptyque, c'est-à-dire que, bon, on a d'un côté l'État, d'un côté l'académie, d'un côté le monde social, et finalement, les acteurs engagés, producteurs eux-mêmes de la théorie, qui sont, j'ai passé sous silence, hein, mais ce sont des dirigeants d'organisations politiques de représentation des travailleurs, pas n'importe qui, du fait de leur position, ont les moyens d'imposer une catégorie plutôt qu'une autre, d'imposer un classement plutôt qu'une autre, et tout en imposant un classement, d'être eux-mêmes classés. D'accord? Donc, voilà, la question finalement se pose de la circulation, la question de la circulation des catégories continue à se poser, mais ce que j'ai observé en tout cas, c'est que dans le cas des ERP, je me suis entretenu longuement avec Boucher, et bon, il m'a bien raconté comment, au contact des différentes dominations, il a pu finalement forger sa définition. Eh bien, il apparaît que la première définition de l'ERP, même si les critères ne sont pas 100% consensuels, eh bien, viennent d'une dialectique, sont issus d'une dialectique entre le monde social et l'académie, entre les OPR, les organisations politiques de représentation, et le programme facultatif agricole. Et c'est seulement lorsque, à travers la lutte des travailleurs, ils arrivent à intégrer ce ministère, que l'État adopte ces catégories et que la lutte qui existe toujours pour imposer une définition plutôt qu'une autre. Je vais donner un tas d'exemples de ce genre de lutte. Si vous me posez la question après, je saurais même vous répondre. Eh bien, reste entière et finit par impacter ce que l'État considère comme une vertu. Et je finis sur une touche humoristique, si vous le permettez, avec un même sur Pierre Bourdieu, où Pierre Bourdieu nous dévoile sa manière de parler thérapeutique. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.